Rosalie Rousseau n'avait jamais imaginé qu'hériter d'un appartement parisien pourrait ressembler à recevoir une condamnation à mort. Assise dans le bureau feutré de Maître Dubois, avenue Montaigne, elle fixait les documents étalés devant elle comme s'ils allaient disparaître par miracle. 2 millions d'euros de dettes. Les chiffres dansaient devant ses yeux, implacables, définitifs. Sa grand-mère Célestine, cette femme qu'elle avait tant aimée, lui avait légué bien plus qu'un 3 pièces dans le 16e arrondissement. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle en passant ses doigts tremblants dans ses cheveux châtains. Grand-mère vivait simplement. Comment a-t-elle pu? Le notaire, un homme aux tempes grises qui avait connu 3 générations de Rousseau, soupira profondément. « Votre grand-mère a eu des problèmes de santé importants ces dernières années. Les frais médicaux, les traitements expérimentaux qu'elle espérait, elle a hypothéqué l'appartement plusieurs fois, contracté des prêts. Elle pensait avoir le temps de tout rembourser. » Rosalie ferma les yeux. Célestine, qui refusait toujours son aide, qui prétendait que tout allait bien, qui souriait même quand la douleur la rongeait. « Fierté familiale, disait-elle. On ne montre jamais ses faiblesses. Combien de temps j'ai? 6 mois avant la saisie. Peut-être moins si les créanciers deviennent impatients. 6 mois. Son salaire de chargé de communication dans une petite agence de pub ne lui permettrait même pas de payer les intérêts. Elle pourrait vendre l'appartement, bien sûr, mais avec le marché actuel et les dettes qui le grevaient, il ne resterait rien. Pire, elle se retrouverait probablement endettée. En sortant de l'étude, Rosalie marchait sans but dans les rues de Paris. Novembre gris, crachin persistant, cette mélancolie typiquement parisienne qui collait à la peau. Elle s'arrêta devant une boulangerie rue de Rivoli, contemplant machinalement les éclairs au chocolat qu'elle n'avait plus les moyens de s'offrir. « Rosalie ?» Elle se retourna. Léonie Moreau, une ancienne camarade de fac, la regardait avec surprise. Léonie qui avait toujours eu cette assurance que donne l'argent familial, cette désinvolture des privilégiés. « Léonie !» Rosalie esquissa un sourire qui ne trompait personne. « Tu as une mine épouvantable. Problème de cœur, problème d'argent. » Les mots étaient sortis tout seuls, portés par une fatigue soudaine de faire semblant. Léonie haussa un sourcil parfaitement épilé. « Combien ? 2 millions. Seigneur. » Léonie la scruta intensément. « Tu sais, j'ai peut-être quelque chose pour toi, quelque chose d'inhabituel, mais tu es libre ce soir. » 3 heures plus tard, Rosalie se trouvait dans un salon privé du Meurice, face à un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais dont elle reconnaissait immédiatement le type. Costume sur mesure, montre qui valait plus que son loyer annuel. Cette posture droite des héritiers qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde. Maxence Delacroix la regardait comme on évalue un investissement. Pas désagréablement, simplement avec cette distance professionnelle qu'elle trouvait à la fois agaçante et rassurante. « Léonie m'a expliqué votre situation, » dit-il sans préambule. « J'ai une proposition qui pourrait nous arranger tous les deux. » Sa voix était grave, posée, avec cet accent parisien châtié qu'on n'entend plus que dans le 16e arrondissement. Rosalie croisa les bras, se préparant mentalement à refuser poliment quelque offre d'emploi de secrétaire ou de gouvernante. « Je dois me marier avant mon 31e anniversaire pour accéder à mon héritage familial. Une exigence testamentaire de mon grand-père, assez archaïque. » Rosalie cligna des yeux. « Pardon ? Un mariage d'1 an exactement, contrat en bonne et due forme, rédigé par mes avocats. Résidence séparée, vie privée préservée, apparition publique limitée au strict nécessaire. En échange, vous recevrez 3 millions d'euros. » Le silence étira. Quelque part dans l'hôtel, un piano jouait du Chopin. Rosalie sentait son cœur battre dans ses tempes. « Vous me proposez de vous épouser ? Je vous propose un arrangement commercial. Le mariage n'est qu'un détail administratif. » Elle le dévisagea, cherchant une trace d'ironie, de plaisanterie, n'importe quoi qui rendrait cette conversation moins surréaliste. Mais Maxence Delacroix la regardait avec le sérieux d'un homme qui discute un contrat de fourniture. « Pourquoi moi ? Vous avez besoin d'argent. Je ne vous connais pas assez pour développer des complications émotionnelles, et Léonie m'assure que vous êtes quelqu'un de fiable. » Rosalie sentit une bouffée d'indignation. « Savez-vous chercher une épouse comme on recrute une employée ? » « Exactement. » Il ne sembla même pas percevoir l'insulte. C'est plus honnête que les mariages d'amour qui finissent devant les tribunaux. Elle se leva brusquement, son sac à la main. « Vous êtes complètement fou. Réfléchissez-y. » Sa voix l'arrêta à la porte. « Vous avez 6 mois avant la ruine. Moi, j'ai 4 mois avant de perdre 50 millions d'euros d'héritage familial. Nous pourrions nous entraider. » Dans l'ascenseur qui la descendait vers le hall du Meurice, Rosalie regardait son reflet dans les portes dorées, visage pâle, cerne sous les yeux,
ce manteau qu'elle portait depuis 3 hivers. Derrière cette proposition insensée se cachait une vérité simple. Elle était au bout du rouleau. 3 millions d'euros. De quoi sauver l'appartement de grand-mère, rembourser toutes les dettes et recommencer sa vie, pour un an de comédie. En rentrant chez elle ce soir-là, dans son studio de Belleville qui sentait l'humidité, Rosalie s'assit sur son lit et contempla la carte de visite que Maxence lui avait laissée. Papier épais, lettrage sobre, Maxence Delacroix, président directeur général. Elle pensait à sa grand-mère, à tous ses sacrifices silencieux pour maintenir la dignité familiale. Elle pensait à sa propre vie, coincée entre un travail qui ne la passionnait pas et des fins de mois difficiles. Et elle pensait à cet homme étrange qui proposait un mariage sans amour, comme d'autres proposent un crédit bancaire. Peut-être que l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Le lendemain matin, elle composa son numéro. « Monsieur Delacroix, c'est Rosalie Rousseau. Je voudrais discuter des termes de votre proposition. » Le cabinet d'avocats sentait le cuir et l'argent ancien. Rosalie était assise face à une table de conférence en acajou qui aurait pu contenir son studio entier, les mains crispées sur son sac à main défraîchi. À sa droite, Maître Fontaine, l'avocat que Maxence avait insisté pour qu'elle prenne à mes frais, naturellement. À sa gauche, un homme aux cheveux gris qui se présentait comme le conseil juridique de la famille Delacroix depuis 30 ans. Maxence était assis en face d'elle, impeccable dans son costume anthracite, feuilletant le contrat comme s'il s'agissait d'un rapport financier de routine. Article 1er. Lut Maître Fontaine d'une voix neutre. Durée du mariage contractuel, 365 jours exactement, à compter de la signature de l'acte civil. Rosalie déglutit. 365 jours, presque une vie entière quand on y pensait vraiment. Article 2. Résidences séparées obligatoires. Madame Rousseau conservera son domicile actuel ou tout autre choisi par elle. Monsieur Delacroix restera à son adresse habituelle. Aucune cohabitation n'est exigée ou souhaitée. Elle jeta un coup d'œil à Maxence. Il prenait des notes dans la marge, comme si cette clause le rassurait particulièrement. Article 3. Apparition publique. Les époux s'engagent à paraître ensemble lors des événements familiaux majeurs des Delacroix, soit environ 6 occasions par an. Comportement conjugal crédible exigé pendant ces événements. Qu'entendez-vous par « comportement conjugal crédible » demanda Rosalie, sentant ses joues s'échauffer. L'avocat des Delacroix se racla la gorge. Geste d'affection convenu. Se tenir la main, quelques baisers sur la joue, peut-être sur les lèvres si la situation l'exige. Rien de compromettant. Maxence leva les yeux de ses notes. Il s'agit de convaincre ma famille, pas de tourner un film romantique. Quelques contacts polis suffiront. Sa voix était si détachée qu'elle en était presque insultante. Rosalie se demanda comment un homme pouvait parler de baiser avec la même intonation qu'il aurait employée pour discuter météorologie. Article 4. Compensation financière. Un versement initial de 500 000 € à la signature, puis transfert mensuel de... Attendez, Rosalie leva la main. Je voudrais une clause supplémentaire. Tous les regards se tournèrent vers elle. Maxence haussa un sourcil, visiblement surpris qu'elle ose interrompre. Je garde mon travail. Je ne veux pas être entièrement dépendante de cet arrangement. Je continue ma vie normale. Bien sûr, dit Maxence après une légère hésitation. Tant que cela n'interfère pas avec vos obligations contractuelles. Et je veux pouvoir dire non. Le silence se fit plus lourd. L'avocat des Delacroix fronça les sourcils. Précisez, s'il vous plaît. Rosalie sentit sa détermination faiblir sous les regards masculins, mais se força à continuer. Si vous me demandez de faire quelque chose qui me met mal à l'aise, j'ai le droit de refuser. Ce mariage est peut-être un contrat pour vous, mais c'est ma vie. Maxence la dévisagea longuement. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit une expression différente traverser son visage. Était-ce du respect, de la curiosité? Acceptable, dit-il finalement, à condition que vous compreniez que certaines situations ne permettront pas de négociation. Si ma grand-mère veut vous faire la bise, par exemple, je ne suis pas idiote, monsieur Delacroix. Maxence. Si nous devons jouer les époux, autant utiliser nos prénoms. Il avait dit cela avec un demi-sourire qui transformait complètement son visage. Rosalie se surprit à penser qu'il était plutôt... Non, pas le moment de s'attendrir. 2 heures plus tard, elle sortait du cabinet avec un exemplaire du contrat sous le bras et un chèque de 500 000 € dans son sac. 500 000 €, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Maxence l'accompagna jusqu'au trottoir, une courtoisie inattendue. « Vous regrettez déjà ?» demanda-t-il en boutonnant son manteau. «
Je ne sais pas encore. Elle le regarda franchement. Et vous? Je ne regrette jamais mes décisions commerciales. C'est tout ce que je suis pour vous? Une décision commerciale. Il s'arrêta net, comme si la question le prenait au dépourvu. Pendant un instant, Rosalie crut voir passer quelque chose dans ses yeux gris. Une fatigue, peut-être, ou une lassitude qu'il cachait bien. C'est plus simple comme ça, dit-il finalement. Plus simple pour qui? Mais il était déjà en train de héler un taxi, cette conversation apparemment close pour lui. Ce soir-là, dans son studio de Belleville, Rosalie relisait le contrat en buvant un thé trop fort. 37 pages de clauses juridiques qui résumaient une année de sa vie. Pas de sentiments, pas d'intimité, pas de véritable connexion humaine. Juste un échange. Son temps contre son argent. Elle pensait à la façon dont Maxence avait évité sa dernière question, à ce bref moment où son masque avait semblé glisser. Il y avait quelque chose sous cette carapace d'homme d'affaires, quelque chose qu'il cachait soigneusement. Son téléphone vibra. Un message de Léonie. « Alors, tu deviens comtesse ?» Rosalie sourit malgré elle. « Pas comtesse, juste Madame Delacroix pour un an. Fais attention à toi. Les hommes comme Maxence, ils peuvent être plus compliqués qu'ils n'en ont l'air. Plus compliqués. » Rosalie regarda le chèque posé sur sa table de nuit. Dans 3 jours, elle signerait à la mairie du 7e arrondissement. Dans 3 jours, elle deviendrait l'épouse d'un homme qu'elle ne connaissait pas, qui la traitait comme un dossier à classer. Mais au moins, elle pourrait sauver l'appartement de grand-mère. Au moins, elle aurait une seconde chance. Le lendemain matin, son téléphone sonna à 7 heures précises. Maxence, bien sûr. Qui d'autre appellerait si tôt avec une ponctualité militaire? Rosalie, nous devons déjeuner ensemble aujourd'hui. Mes parents souhaitent vous rencontrer avant la cérémonie. Aujourd'hui? Mais je travaille. J'ai pris la liberté de contacter votre employeur. Vous avez la journée. Elle sentit la colère monter. Vous avez contacté mon patron? Sans me demander? C était plus efficace. Nous nous retrouvons chez Laurent, avenue Gabriel, 13 heures. Tenue correcte exigée. Il avait raccroché avant qu'elle puisse protester. Rosalie resta immobile, le téléphone à la main, réalisant soudain dans quoi elle s'était engagée. Maxence Delacroix N était pas seulement froid et distant. Il était habitué à contrôler chaque aspect de sa vie. Et maintenant, pendant 1 an, elle ferait partie de cette vie. La question était, allait-elle se laisser contrôler ou allait-elle lui montrer qu'elle n'était pas le genre de femme à se laisser dicter sa conduite? En fouillant dans sa garde-robe à la recherche de quelque chose de correct pour rencontrer les parents Delacroix, Rosalie sourit avec une détermination nouvelle. Maxence Delacroix allait découvrir que sa future épouse contractuelle avait beaucoup plus de caractère qu'il ne l'imaginait. Le restaurant Laurent était exactement le genre d'endroit que Rosalie n'avait fréquenté qu'en rêve. Nappes blanches immaculées, serveurs en gants blancs, cette atmosphère feutrée où chaque murmure semblait peser au gramme près. Elle avait choisi sa seule robe noire correcte, achetée pour un entretien d'embauche 3 ans plus tôt, et ses escarpins qui lui faisaient mal aux pieds. Face au miroir de l'entrée, elle s'était dit qu'elle ressemblait à une gouvernante endimanchée. Maintenant, assise entre Maxence et ses parents, elle comprenait qu'elle avait vu juste. Marguerite Delacroix était exactement ce qu'on attendait d'une grande bourgeoise parisienne. Cheveux argentés tirés en chignon parfait, collier de perles qui avait probablement appartenu à sa propre grand-mère, ce regard perçant qui jaugeait instantanément la valeur sociale de son interlocuteur. Son époux, Henri, était une version vieillie de Maxence, même port altier, même distance polie, même façon de découper sa sole meunière avec une précision chirurgicale. « Et alors, ma chère Rosalie, dit Marguerite en posant sa fourchette avec un tintement délicat, Maxence nous a si peu parlé de vous. Racontez-nous donc comment vous vous êtes rencontrés. » Rosalie sentit le regard de Maxence sur elle. Il n'avait pas préparé cette conversation, trop occupé par les aspects juridiques de leur arrangement. Elle improvisa, s'efforçant de garder un ton naturel. Par l'intermédiaire de Léonie Moreau, nous cherchions tous les deux quelque chose de sérieux, pas ces relations modernes sans engagement. Léonie Moreau? Henri fronça les sourcils. La fille du sénateur Moreau? Exactement. Maxence intervint souplement. Rosalie et elle ont fait leurs études ensemble. Mensonge par omission, mais techniquement vrai. Rosalie admira malgré elle la facilité avec laquelle il manipulait l'information. « Et que faites-vous dans la vie, ma chère ?» Marguerite avait cette façon de dire « ma chère » qui sonnait comme une condescendance polie. « Je travaille dans la communication, pour une agence de publicité. Comme c'est moderne. » Le sourire de Marguerite ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Et vos parents, que font-ils »
Rosalie sentit ses joues s'échauffer. Voilà la question qu'elle redoutait. Mon père était mécanicien, ma mère, aide-soignante. Elles sont décédées dans un accident de voiture quand j'avais 18 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri S. éclaircit la gorge. Marguerite tripota son collier de perles. Même Maxence sembla mal à l'aise. « Mes condoléances » murmura finalement Marguerite. « C'est votre grand-mère qui vous a élevé, alors ?»« Oui, Célestine Rousseau. Elle était couturière. » Rosalie releva le menton, refusant de s'excuser pour ses origines. « Elle m'a appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. » Cette fois, le silence fut différent, plus tendu. Henri échangea un regard avec son épouse. Maxence fixait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. « Bien sûr, » dit Marguerite d'une voix glacée, « les valeurs familiales sont importantes. » Le reste du déjeuner se déroula dans une politesse de surface qui ne trompait personne. On parla météo, politique internationale, dernières expositions au Grand Palais, des sujets neutres qui permettaient d'éviter tout terrain miné. Rosalie répondait quand on s'adressait à elle, mais elle sentait bien qu'elle était jaugée, pesée, trouvée insuffisante. Quand Henri demanda l'addition, qu'il régla avec une carte black qui ne quittait jamais son portefeuille, Marguerite se tourna vers son fils. « Maxence, accompagne donc Rosalie à sa voiture. Ton père et moi devons passer chez Hermès. » Était un congé poli mais ferme. Rosalie serra les dents et se leva avec toute la dignité qu'elle put rassembler. Sur le trottoir, devant l'entrée du restaurant, Maxence la regarda avec une expression indéchiffrable. « Je n'ai pas de voiture, » dit-elle simplement. « Je sais. » Il semblait hésiter. « Vous voulez que je vous ramène ?»« Non, merci. Le métro me convient très bien. » Elle fit quelques pas, puis se retourna brusquement. La colère qu'elle avait contenue pendant tout le déjeuner explosait enfin. « Vous auriez pu me prévenir, me dire quel genre de questions ils allaient poser, quel personnage jouer. Je pensais que... » « Vous pensiez que quoi ? Que j'allais naturellement savoir comment me comporter dans votre petit monde doré. » Maxence passa une main dans ses cheveux, geste qui le rendait soudain plus humain. « Mes parents sont... C'est particulier. Ils ont des attentes très précises concernant le pédigré de vos fréquentations. » Rosalie croisa les bras. « Laissez-moi deviner. Ils auraient préféré que vous épousiez la fille d'un ambassadeur ou d'un industriel. Quelqu'un de votre milieu. » Rosalie, ne vous inquiétez pas. Elle fouilla dans son sac, cherchant sa carte de métro. « Je jouerai mon rôle. C'est pour ça que vous me payez, après tout. Mais la prochaine fois, briefez-moi. Je ne suis pas médium. » Elle s'éloignait déjà quand il la rappela. « Rosalie !» Elle se retourna, surprise par le ton urgent de sa voix. « Vous vous en êtes très bien sorti. Mieux que je ne l'aurais cru. Merci pour ce compliment délirant. Ce N n'était pas. » Il soupira. « Ce que je veux dire, c'est que vous ne vous êtes pas laissé impressionner. Ma mère a l'habitude que les gens se plient à ses attentes. Vous ne l'avez pas fait. Et c'est bien ou mal ?» Maxence la regarda longuement et pour la première fois, elle vit quelque chose d'authentique dans ses yeux. Une fatigue, peut-être, ou une lassitude de jouer éternellement le même rôle. « Je ne sais pas encore, » dit-il finalement. Dans le métro qui la ramenait vers Belleville, Rosalie repensait à cette conversation, à la façon dont Maxence avait semblé presque soulagé qu'elle tienne tête à sa mère, à ce moment de vulnérabilité qu'il avait laissé transparaître. Elle commençait à comprendre que Maxence Delacroix-N était peut-être pas seulement l'héritier arrogant qu'elle avait imaginé. Il était aussi un homme prisonnier d'un système, d'attente familiale, d'un rôle qu'on lui avait assigné depuis l'enfance. Et pour la première fois, elle se demanda s'il était vraiment aussi libre qu'il le prétendait. Dans 3 jours, elle l'épouserait. Dans 3 jours, elle entrerait officiellement dans ce monde qui la regardait de haut. Mais elle avait déjà décidé une chose. Elle ne changerait pas pour leur plaire. Jamais. Le mariage le plus étrange de Paris eut lieu un mardi matin pluvieux de décembre. Rosalie se tenait devant le miroir de la mairie du 7e arrondissement, lissant sa robe bleu marine, la même qu'elle portait pour les entretiens d'embauche importants. Pas de blanc, pas de voile, pas de romantisme. Juste une formalité administrative qui allait changer sa vie pour les 12 prochains mois. Dans le couloir, elle entendait la voix grave de Maxence qui parlait avec les témoins. Léonie pour elle, et un certain Bastien Moreau pour lui, un ami d'enfance qui avait accepté de jouer le jeu sans poser trop de questions. « Prête ?» Léonie passa la tête par la porte, un sourire encourageant aux lèvres, aussi prête qu'on peut l'être pour épouser un parfait inconnu. « Oh, tu peux encore changer d'avis. » Rosalie regarda son reflet une dernière fois, visage pâle mais déterminé, yeux un peu trop brillants.
Dans quelques minutes, elle ne serait plus Rosalie Rousseau. Elle deviendrait Madame Delacroix. Non, j'ai pris ma décision. La salle des mariages était spartiate. Murs beige, portraits officiels, quelques chaises en plastique. Rien à voir avec les cérémonies romantiques qu'elle avait imaginées petite fille. Maxence l'attendait près du bureau du maire adjoint, impeccable dans son costume gris anthracite. En la voyant entrer, il esquissa un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous êtes très convenable, » dit-il à voix basse. « Merci. Vous aussi. Vous respectez le dress code pour mariage d'affaires. » Il eut un petit rire, le premier authentique qu'elle lui entendait. La cérémonie dura exactement 14 minutes. Le maire adjoint, un homme blasé qui devait expédier une dizaine de mariages par jour, débita les formules rituelles avec l'enthousiasme d'un contrôleur de bus annonçant les arrêts. Rosalie répondit « Oui » d'une voix claire quand on le lui demanda. Maxence fit de même. Leurs alliances, des anneaux simples choisis la veille dans une bijouterie du Marais, glissèrent aux doigts avec une facilité troublante. « Vous pouvez embrasser la mariée ?» Ce fut le moment le plus bizarre. Maxence se pencha vers elle, hésita une fraction de seconde, puis déposa un baiser chaste sur sa joue. Ses lèvres étaient tièdes, son eau de Cologne discrète mais masculine. Pendant une seconde, Rosalie se demanda ce que cela ferait d'être embrassée par lui pour de vrai, puis elle se rappela que était exactement le genre de pensée qu'elle devait éviter à tout prix. « Félicitations », dit le maire adjoint en tamponnant leurs actes avec une efficacité administrative. « Vous êtes désormais unis par les liens du mariage. » Dans la rue, après les congratulations polies des témoins et quelques photos rapides pour faire vrai, Rosalie se retrouva seule avec son nouveau mari, Madame Delacroix. Le nom résonnait étrangement dans sa tête. « Bon », dit Maxence en consultant sa montre, « j'ai une réunion à 15 heures. Nous devrons organiser notre prochaine apparition publique. Déjà, dîner familial, vendredi soir. Mes grands-parents maternels viennent de Deauville pour faire votre connaissance. Ma grand-mère Edith est, disons qu'elle a des opinions très arrêtées sur tout. » Rosalie soupira. « Autre conseil de survie? Ne mentionnez pas la politique. Elle déteste les socialistes. Ne critiquez jamais la cuisine, même si c'est immangeable. Et... » il hésita. « Elle va probablement vous poser des questions sur notre vie intime. » Pardon? Elle appartient à une génération qui considère qu'un mariage sans enfant est un échec. Préparez-vous à des questions indiscrètes. Rosalie sentit ses joues s'enflammer. Et qu'est-ce que je suis censé répondre? Que nous prenons notre temps, que nous voulons d'abord nous connaître. Il avait l'air aussi mal à l'aise qu'elle. Pour la première fois, Rosalie réalisa qu'il était peut-être aussi dépassé qu'elle par certains aspects de leur arrangement. « Maxence? Oui? Pourquoi moi? Vraiment? Vous auriez pu choisir n'importe qui. Une actrice, une modèle, quelqu'un d'habitué à jouer des rôles. » Il la regarda longuement, comme s'il pesait sa réponse. Un taxi passa dans une gerbe d'eau, les éclaboussant légèrement. Maxence ne sembla même pas le remarquer. « Parce que vous n'êtes pas actrice, parce que vous êtes vraie. » Sa voix était plus douce, moins contrôlée. « Dans mon monde, tout le monde joue un rôle en permanence. Mes parents, mes amis, mes collègues, même moi. Avec vous, au moins, je sais à quoi m'attendre. Vous dites ce que vous pensez. Et c'est bien ou mal, c'est rafraîchissant. » Ils restèrent silencieux un moment, debout sous la pluie fine qui commençait à tomber. Rosalie tourna machinalement son alliance autour de son doigt. L'or était froid, étranger. « Je ferais mieux de rentrer, » dit-elle finalement. « J'ai du travail en retard. » Rosalie, il sembla chercher ses mots. « Ce que nous faisons, c'est bizarre pour moi aussi. Je ne sais pas comment faire semblant d'être mariée. » Cette confession inattendue la toucha plus qu'elle ne l'aurait voulu. Maxence Delacroix, l'héritier sûr de lui, admettait qu'il était perdu. « Nous apprendrons ensemble, » dit-elle doucement. « Ce n'est qu'1 an. »« Ah oui, 1 an. » Il héla un taxi, lui ouvrit la portière avec une courtoisie automatique. Au moment où elle montait, il posa brièvement sa main sur son bras. « Rosalie, merci pour tout ça. Je sais que ce n'est pas normal. » « De rien. » Elle sourit. Un vrai sourire cette fois. « Après tout, c'est notre mariage, monsieur Delacroix. »« Maxence, nous sommes mariés maintenant. » Dans le taxi qui l'emmenait vers Belleville, Rosalie regardait défiler les rues de Paris. Sa Paris, celle des cafés populaires et des boulangeries de quartier, celle qu'elle allait devoir apprendre à concilier avec le monde des Delacroix. Son téléphone vibra. Un message de Maxence. « Bonne soirée, Madame Delacroix. À vendredi, Madame Delacroix. » Elle sourit malgré elle. C était officiel maintenant. Pour 364 jours, elle était l'épouse de l'un des hommes les plus riches de France.
et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté cette folie, elle se demanda si un an suffirait pour découvrir qui était vraiment Maxence Delacroix derrière ses costumes sur mesure et ses manières parfaites. Cette pensée aurait dû l'inquiéter. Au lieu de ça, elle l'intriguait. L'hôtel particulier des Delacroix dans le 16e arrondissement était encore plus impressionnant que Rosalie ne l'avait imaginé. Façade haussmannienne parfaitement restaurée, portail en fer forgé, cour pavée où une fontaine murmurait discrètement. En gravissant les marches du perron, Rosalie se sentit comme Alice tombant dans le terrier du lapin, sauf que son pays des merveilles à elle était peuplé de bourgeois parisiens qui la regardaient comme une curiosité de foire. Maxence lui ouvrit la porte, élégant dans sa chemise blanche et son pantalon de costume. Pour la première fois, elle le voyait sans cravate. Cela le rendait plus accessible, plus humain. « Courage !» murmura-t-il en l'aidant à retirer son manteau. « Grand-mère Edith est redoutable, mais grand-père Charles tempère un peu. Vous avez l'air nerveux. » « Je le suis. » Il ajusta sa montre, geste qu'elle commençait à reconnaître comme un tic. Edith Delacroix n'a jamais approuvé aucune de mes fréquentations. Elle a des critères très précis, qui sont famille de bonne extraction, éducation irréprochable, capacité à gérer une grande maison, perspective de descendance immédiate. Il eut un sourire ironique. Vous cochez combien de cases? Aucune, probablement. Alors, nous improviserons. Il lui tendit son bras avec une galanterie qui semblait naturelle. Rosalie y glissa le sien, surprise par la fermeté de ses muscles sous la chemise. Ils formaient un joli couple, songea-t-elle. Dommage que ce soit du théâtre. Le salon était à l'image de la famille, imposant, traditionnel, chaque meuble ayant probablement une histoire de plusieurs générations. Marguerite et Henri étaient déjà là, flanqués d'un couple âgé qui ne pouvait être que les fameux grands-parents. Edith Delacroix était une petite femme aux cheveux blancs impeccablement coiffés, au port altier qui défait les années. Son regard bleu acier jaugea immédiatement Rosalie des pieds à la tête. Charles, son époux, était plus chaleureux, un sourire bienveillant, une poignée de main ferme. « Alors, voici la mystérieuse épouse de notre Maxence », dit Edith d'une voix claire qui portait encore l'autorité de ses 80 ans. « Approchez-vous, ma chère, que je vous vois mieux. » Rosalie s'avança, sentant le regard inquisiteur peser sur elle. Sa robe noire, la plus chic qu'elle possédait, lui paraissait soudain terriblement ordinaire. « Vous êtes plus jolie que sur les photos, » concéda Edith. « Mais la beauté ne fait pas tout. Racontez-moi donc comment vous avez conquis le cœur de mon petit-fils. » Rosalie sentit la panique monter. Ils n'avaient pas préparé cette version romantique de leur rencontre. Elle jeta un coup d'œil à Maxence, qui semblait aussi démuni qu'elle. « Eh bien, elle improvisa, s'efforçant de paraître naturelle. « C'est lui qui m'a conquise. Plutôt. Il a cette façon de vous regarder, comme si vous étiez la seule personne au monde qui comptait. » Maxence la dévisagea, surpris par cette description. Edith haussa un sourcil. « Vraiment? Et qu'est-ce qui vous plaît chez lui? » Sa patience. Rosalie s'enhardit, sentant qu'elle tenait quelque chose. Il m'apprend à apprécier les choses simples. Un bon livre, un coucher de soleil. Maxence voit la beauté là où d'autres ne remarquent rien. Cette fois, c'est Maxence qui sembla touché par ses paroles. Il passa doucement son bras autour de sa taille, geste qui paraissait protecteur et tendre. « Rosalie me rend meilleure, » dit-il d'une voix plus douce. « Elle me rappelle que la vie ne se résume pas aux chiffres et aux contrats. » Le silence qui suivit était différent de celui du restaurant Laurent, plus pensif, moins hostile. Même Marguerite semblait surprise par la sincérité apparente de son fils. « Et des enfants ?» demanda Edith sans détour. « J'espère que vous ne faites pas partie de ces jeunes femmes modernes qui considèrent la maternité comme un obstacle à leur carrière. » Rosalie sentit ses joues s'empourprer. « Nous aimerions avoir des enfants, bien sûr, mais nous voulons d'abord profiter de notre vie de couple. Apprendre à nous connaître vraiment. Sage décision, approuva Charles. L'amour a besoin de temps pour s'épanouir. » Le dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Rosalie découvrit que Edith, malgré ses manières hautaines, était une femme cultivée et intelligente. Elles parlèrent littérature. Rosalie avoua sa passion pour Colette, ce qui sembla plaire à la vieille dame. Charles raconta des anecdotes sur les débuts difficiles de l'entreprise familiale, révélant un Maxence plus impliqué et passionné que l'image froide qu'il donnait habituellement. Au dessert, alors que la conversation roulait sur les projets de vacances, Edith se tourna vers Rosalie. « Ma chère, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle la mena vers un secrétaire ancien, en sortit un album photo. Voici Maxence, enfant. Un petit garçon très sérieux, déjà, toujours à lire, à observer le monde avec ses grands yeux graves.
Rosalie sourit en découvrant les photos. Maxence a 5 ans, en costume marin, déjà ce port droit et cette expression pensive. Maxence adolescent, plus dégingandé, mais avec ce même regard intense. Il ressemblait à un petit prince triste, murmura-t-elle sans réfléchir. « Exactement !» s'exclama Edith. « Vous le comprenez. Tant de jeunes femmes ne voyaient en lui que l'héritier, l'argent. Vous voyez l'homme. » En rentrant dans la voiture de Maxence, une Mercedes discrète mais luxueuse, ils roulèrent d'abord en silence. Rosalie regardait défiler les lumières de Paris, repensant à cette soirée étrange où elle avait joué l'épouse amoureuse avec une facilité troublante. « Vous avez été parfaite », dit finalement Maxence. « Grand-mère Edith vous adore déjà, c'est un miracle. Ce n'était pas si difficile. Il suffisait de parler de vous comme si je vous aimais vraiment. Et comment vous faites ça ?» La question la prit au dépourvu. J'imagine ce que ce serait. Si nous nous étions rencontrés autrement. Si tout ça était réel. Maxence garda les yeux sur la route, mais elle vit ses mains se crisper sur le volant. Et qu'est-ce que vous imaginez? Vous seriez le genre d'homme qui lit de la poésie en secret, qui se souvient de petits détails, qui a peur de montrer ses sentiments parce qu'on lui a appris que était une faiblesse. Il se gara devant son immeuble, coupa le moteur. Dans l'habitacle éclairé par les réverbères, son profil paraissait plus vulnérable. « Vous n'êtes pas loin de la vérité », admit-il à voix basse. « Maxence, nous jouons bien notre rôle, tous les deux, peut-être trop bien. » Il la raccompagna jusqu'à la porte de son immeuble, courtoisie qui devenait une habitude. Sur le seuil, ils se firent face, soudain maladroits. « Bonne nuit, Madame Delacroix. Bonne nuit, mon mari. » Elle avait dit cela avec un demi-sourire, mais quelque chose passa dans les yeux de Maxence. Une étincelle, un trouble qu'il masqua aussitôt. En montant chez elle, Rosalie réalisa qu'elle commençait à apprécier ses soirées en sa compagnie. Pire encore, elle commençait à apprécier l'homme derrière le masque. C'était exactement ce qui ne devait pas arriver. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sourire en repensant à sa réaction quand elle l'avait appelé « mon mari ». 357 jours avant la fin du contrat. Le compte à rebours avait officiellement commencé. 3 mois avaient passé et Rosalie commençait à comprendre pourquoi les mariages arrangés fonctionnaient parfois. Assise dans le café de Flore un mardi matin, elle sirotait son café en relisant le dernier message de Maxence. « Opéra ce soir. Oncle Augustin fête ses 70 ans. Tenue de soirée. Je passe vous chercher à 19h. » Concis, efficace, sans chaleur apparente. Pourtant, elle souriait en le lisant. Au fil des semaines, elle avait appris à décoder le langage de Maxence Delacroix. Quand il écrivait « Je passe vous chercher », cela signifiait qu'il arriverait avec 10 minutes d'avance et un café de chez Angelina. Il avait remarqué qu'elle adorait leur chocolat chaud. Quand il précisait « tenue de soirée », était qu'il avait déjà prévu de l'emmener faire du shopping pour éviter tout malentendu vestimentaire. Cette attention discrète aux détails la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu rêves ?» Léonie s'assit en face d'elle, commandant un café serré d'un geste habituel. Son amie la regardait avec un sourire en coin qui n'augurait rien de bon. « Je réfléchis à ma soirée. Opéra avec les Delacroix. »« Encore ?» Léonie haussa un sourcil. « Pour un mariage de convenance, vous avez une vie sociale assez intense. C'est le deal. Apparition publique, pour maintenir l'illusion. » L'illusion. Léonie la scruta avec cette perspicacité qui la rendait parfois gênante. « Et ça ne devient jamais compliqué? Émotionnellement, je veux dire. » Rosalie faillit étrangler avec son café. « Bien sûr que non, c'est Maxence Delacroix, l'homme le plus froid de Paris. Le même Maxence qui t'a fait livrer des fleurs hier quand tu étais grippé. C'était de la courtoisie, pour maintenir les apparences, des pivoines blanches, tes fleurs préférées, que tu n'avais mentionnées qu'une seule fois, il y a 2 mois. » Rosalie se figea. Comment Léonie savait-elle ça? Et surtout, comment Maxence s'en souvenait-il? Rosalie. La voix de Léonie se fit plus douce. « Fais attention, je connais Maxence depuis longtemps. Il a l'air distant, mais quand il s'attache à quelqu'un, il ne s'attache pas. Nous avons un contrat. Les contrats ne prévoient pas les pivoines blanches. » Ce soir-là, en l'attendant dans sa petite entrée, Rosalie repensait aux paroles de Léonie. Elle portait la robe noire qu'il lui avait offerte la semaine précédente, un investissement pour nos apparitions, avait-il dit. Mais elle avait remarqué qu'il avait choisi exactement sa taille et un style qui lui allait parfaitement. La sonnerie retentit à 19h précise, comme toujours. « Bonsoir », dit-elle en ouvrant. Maxence se figea. Pendant une seconde entière, il la regarda de la tête aux pieds avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Admiration, surprise, quelque chose de plus troublant. « Vous êtes »
Il se reprit, retrouvant son masque habituel. « Cette robe vous va bien. Merci. Vous non plus, vous n'en êtes pas mal. » C était un euphémisme. En smoking, Maxence était saisissant. Élégant naturellement, avec cette prestance qui faisait se retourner les femmes dans la rue. Dans la voiture, ils parlèrent de choses et d'autres. Le programme de l'opéra, les invités probables, la personnalité excentrique de l'oncle Augustin, conversation polie, superficielle. Mais Rosalie remarquait de petits détails. La façon dont Maxence baissait le chauffage, parce qu'il savait qu'elle avait toujours trop chaud, comment il prenait automatiquement le chemin le plus court pour éviter qu'elle soit en retard à son travail le lendemain. Ses attentions silencieuses la déstabilisaient. « Rosalie ? » ?»« Oui, ce soir, oncle Augustin va probablement nous poser des questions, indiscrètes, sur notre intimité. Il a tendance à boire un peu trop et à devenir envahissant. Quel genre de questions ? Maxence sembla mal à l'aise. Si nous sommes heureux ensemble, si nous envisageons des enfants prochainement, ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on répond ? Que nous sommes très heureux, que nous prenons notre temps pour nous connaître vraiment avant de fonder une famille. D'accord, elle hésita. Et si on nous demande des détails plus personnels ? Le silence cessa et tira. Maxence gardait les yeux fixés sur la route, mais elle voyait la tension dans ses épaules. Nous improviserons, comme d'habitude. L'opéra Garnier était somptueux ce soir-là, illuminé pour la circonstance. Dans le foyer, parmi les invités en grande tenue, Rosalie se sentait de plus en plus à l'aise dans ce monde qui lui avait semblé si hostile au début. Elle connaissait maintenant les codes, savait naviguer entre les conversations mondaines et les sous-entendus. Maxence ne la quittait pas, restant près d'elle avec une attention discrète mais constante. Quand quelqu'un monopolisait la conversation, il trouvait toujours un moyen élégant de l'inclure. Quand elle semblait fatiguée, il lui apportait un verre d'eau pétillante sans qu'elle ait besoin de demander. « Tu sais, » lui murmura-t-elle pendant l'entracte, « tu joues très bien le mari attentionné. Et vous, l'épouse épanouie. » Ils se sourirent, complices. À cet instant, un flash les aveugla brièvement. Un photographe mondain venait d'immortaliser ce qui ressemblait parfaitement à un moment d'intimité entre époux amoureux. « Parfait !» s'exclama oncle Augustin en s'approchant, déjà un peu éméché. « Regardez-moi ce couple, on sent l'amour à des kilomètres. » Il les prit par les épaules, les serrant contre lui avec une familiarité envahissante. « Alors, les tourtereaux, quand est-ce qu'on entend parler de Petit Delacroix ? » Maxence ne rajeunit pas. Rosalie sentit Maxence se tendre à côté d'elle. « Oncle Augustin, allons, à votre âge, ma femme et moi, nous avions déjà 3 enfants. Il faut frapper le fer tant qu'il est chaud. Nous, Rosalie chercha ses mots, nous voulons d'abord profiter de notre lune de miel éternelle. Lune de miel éternelle, j'adore. Augustin éclata de rire. Et côté performance, mon neveu, tout va bien? Cette fois, c'en était trop. Rosalie vit Maxence pâlir, chercher une échappatoire. Instinctivement, elle posa sa main sur son bras et sourit à oncle Augustin. Disons que votre neveu a beaucoup d'endurance. Augustin hurla de rire tandis que Maxence la regardait avec un mélange de reconnaissance et de quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. Dans la voiture qui les ramenait, ils restèrent silencieux longtemps. Puis Maxence se mit à rire, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Beaucoup d'endurance? Vraiment. Il fallait bien dire quelque chose. Vous aviez l'air prêt à vous évanouir. J'ai cru que j'allais mourir de honte. Ils riaient ensemble maintenant, une complicité nouvelle dans l'air. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux, quelque chose de dangereux. Rosalie? Oui, merci. Pour ce soir, pour tout. En arrivant devant son immeuble, il descendit l'accompagner comme toujours. Mais cette fois, sur le seuil, il hésita plus longtemps avant de partir. Bonne nuit, Madame Delacroix. Bonne nuit, Maxence. Il était déjà parti quand elle réalisa qu'elle venait de l'appeler par son prénom pour la première fois sans ironie, et que cela lui avait paru parfaitement naturel. Le château de la Croix à la nouvelle année ressemblait à un décor de conte de fées. Rosalie contemplait les salons illuminés depuis la terrasse, un verre de champagne à la main, guirlandes de lumière dorée, sapins centenaires décorés avec un goût exquis, et cette foule élégante qui évoluait entre les salons comme dans un ballet parfaitement orchestré. 8 mois qu'elle jouait cette comédie, et ce soir marquait officiellement le début de la fin. Dans 4 mois, tout serait terminé. Vous semblez pensive. Maxence apparut à côté d'elle, élégant dans son smoking midnight blue. Il lui tendit une étole en cachemire. Il avait remarqué qu'elle frissonnait. Je réfléchis au temps qui passe.
dit-elle en enroulant l'étole autour de ses épaules. 8 mois déjà. 8 mois. Il répéta ces mots comme s'ils avaient un goût particulier. Cela vous paraît long ou court? Les deux. Elle se tourna vers lui. Au début, 1 an me semblait une éternité. Maintenant, j'ai l'impression que le temps file trop vite. Ils restèrent silencieux, regardant les invités à travers les baies vitrées. Rosalie reconnaissait maintenant la plupart des visages, cousins, amis de famille, relations d'affaires. Elle faisait partie du décor, acceptée sinon totalement approuvée. Rosalie. La voix de Maxence était différente, enfin plus hésitante. Est-ce que vous regrettez de vous avoir épousé, de vous être engagé dans cette mascarade? Elle le dévisagea, surprise par la vulnérabilité qu'elle percevait dans sa question. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que vous méritez mieux. Mieux qu'un mariage de convenance avec un homme incapable de... Il s'interrompit, passa une main dans ses cheveux. Vous méritez d'être aimé vraiment. Le cœur de Rosalie fit un bond qu'elle s'efforça d'ignorer. Maxence. Mesdames et messieurs, la voix d'Henri Delacroix résonna dans les salons. Plus que 10 minutes avant minuit. Rejoignez-nous pour le traditionnel toast familial. Ils rentrèrent en silence, se mêlant à la foule qui convergeait vers le grand salon. Rosalie se retrouva au centre d'un cercle familial, Maxence à ses côtés, sa main posée naturellement dans le creux de son dos. Un geste protecteur qu'il avait pris l'habitude de faire et qui, ce soir, lui semblait brûler à travers le tissu de sa robe. 5 minutes, annonça quelqu'un. L'attention était palpable. Autour d'eux, les couples se rapprochaient, s'anticipant le baiser de minuit. Rosalie sentit Maxence se tendre imperceptiblement. « Nous devrons, » murmura-t-il. « Je sais. » Il s'était embrassé plusieurs fois au cours de ces 8 mois. Baiser chaste sur la joue, contact bref et poli pour maintenir les apparences. Mais ce soir était différent. Ce soir, tout le monde attendrait le baiser passionné de minuit entre époux. 3 minutes. Édith Delacroix se frayait un chemin vers eux, rayonnante dans sa robe de velours bordeaux. « Mes chers enfants, comme vous êtes beaux tous les deux, l'amour vous va si bien. »« Merci, grand-mère, » dit Maxence, mais sa voix sonnait étrangement. 2 minutes. La foule commençait le décompte traditionnel. Rosalie croisa le regard de Maxence. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait perdu, vulnérable, humain. 1 minute. Il se tourna vers elle, ses mains trouvant naturellement sa taille. Rosalie, 30 secondes. 20. Dix. Le décompte final commença, scandé par toutes les voix. 9, 8, 7. Maxence se pencha vers elle, leurs visages se rapprochant lentement. 6, 5, 4. Ses yeux gris plongeaient dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. 3, 2. Leurs lèvres n'étaient plus qu'à quelques millimètres. 1. Bonne année. Maxence se pencha vers elle pour le baiser protocolaire qu'ils avaient échangé tant de fois. Rapide, chaste, pour maintenir les apparences. Mais au moment où leurs lèvres se touchèrent, leurs yeux restèrent ouverts 1 seconde de trop. Et dans ce regard, tout bascula. Rosalie vit ce qu'elle n'avait jamais remarqué. Derrière le masque du businessman froid, il y avait un homme épuisé de prétendre qu'il n'avait besoin de personne. Une solitude immense, soigneusement cachée. Une vulnérabilité qu'il ne montrait jamais. Maxence, lui, découvrait dans les yeux noisettes de Rosalie la seule personne de sa vie qui le connaissait sans jugement ni attente, qui le voyait vraiment, au-delà de son nom, de sa fortune, de son statut, qui l'acceptait tel qu'il était. Ce regard dura moins d'1 seconde, mais il contenait 8 mois de complicité secrète, de moments partagés, de solitude reconnue. Il murmurait « Et si ce haine n'était pas que du théâtre? Et si nous arrêtions de faire semblant ?» Et soudain, le baiser protocolaire se transforma. Leurs lèvres se pressèrent avec une tendresse inattendue, leurs yeux se fermèrent enfin, et Rosalie sentit les mains de Maxence trembler légèrement contre sa taille. Autour d'eux, les cris de joie et les applaudissements s'estompèrent. Il n'y avait plus que cette révélation silencieuse, dangereuse, parfaite. Quand ils se séparèrent enfin, ils se regardèrent avec une expression d'effroi mutuel. Ils venèrent de franchir une ligne qu'ils avaient soigneusement évitée pendant 8 mois. « Félicitations !» Oncle Augustin les enlaça bruyamment, brisant le moment magique. Voilà comment on s'embrasse quand on s'aime. Le reste de la soirée passa dans un brouillard. Rosalie souriait, parlait, jouait son rôle, mais son esprit était ailleurs. Elle revivait sans cesse ce baiser, cette seconde où le monde avait basculé. Maxence était étrange aussi, poli comme toujours, mais distant. Il évitait son regard, ne la touchait plus qu'au moment strictement nécessaire. À 3 heures du matin, quand les derniers invités partirent enfin,
Ils se retrouvèrent seuls dans l'entrée du château. Le silence était assourdissant. « Je vous raccompagne », dit-il d'une voix neutre. Dans la voiture, ils ne parlèrent pas. Rosalie regardait défiler les rues de Paris, se demandant si elle avait rêvé ce moment de connexion parfaite. Devant son immeuble, Maxence coupa le moteur mais ne descendit pas. « Rosalie », sa voix était rauque. « Ce qui s'est passé ce soir. » « Quoi ?» Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. « Ça ne peut pas se reproduire. » Les mots la frappèrent comme une gifle. « Pardon ? Notre contrat est clair. Pas de complications émotionnelles. Ce baiser, était une erreur. Une erreur. » Elle répéta ces mots, sentant quelque chose se briser en elle. « Nous sommes des adultes responsables. Nous ne pouvons pas nous permettre de confondre réalité et fiction. » Rosalie ouvrit la portière, soudain pressée de échapper. « Bien sûr, fiction. J'avais oublié. Rosalie, attendez. » Mais elle était déjà sortie, gravissait les marches de son immeuble sans se retourner. Ce n'est qu'une fois la porte fermée derrière elle, qu'elle s'autorisa à s'effondrer. Une erreur. Le plus beau baiser de sa vie, était qu'une erreur. Et le pire, c'est qu'elle commençait seulement à réaliser qu'elle était en train de tomber amoureuse de son mari contractuel. Exactement ce qui ne devait jamais arriver. Les 3 semaines qui suivirent le réveillon furent les plus étranges de la vie de Rosalie. Maxence avait disparu. Pas physiquement. Il répondait toujours à ses messages, respectait leurs obligations contractuelles, mais émotionnellement, il s'était barricadé derrière une courtoisie glaciale qui lui rappelait douloureusement leurs premiers mois. Assise à son bureau de l'agence de publicité, Rosalie fixait son écran d'ordinateur sans voir les mots qui défilaient. 3 jours qu'elle essayait de rédiger une campagne pour des yaourts bio, mais son esprit revenait sans cesse à ce regard échangé à minuit, à la façon dont les yeux gris de Maxence avaient révélé tant de vulnérabilité avant qu'il ne referme brutalement ses défenses. « Tu vas finir par trouer ton écran à force de le fixer. » Nathalie, sa collègue, s'appuyait contre son bureau avec un café fumant. « Problèmes conjugaux ? On peut dire ça ?» Rosalie soupira. « Mon mari a décidé que nous étions trop proches. » « Trop proches ?» Nathalie fronça les sourcils. « C'est nouveau, ça. D'habitude, c'est l'inverse. Si seulement elle savait, » pensa Rosalie. Comment expliquer qu'un mari contractuel prenait peur parce qu'il commençait à ressentir de vraies émotions? Son téléphone vibra. Un message de Maxence. Dîner familial samedi. Grand-mère Edith insiste. 19h30, le Bristol. Tenue correcte. Sec, professionnel, distant. Comme un rendez-vous d'affaires, Rosalie sentit son cœur se serrer. Où était passé l'homme qui se souvenait qu'elle aimait les pivoines blanches? Qui lui apportait du chocolat chaud quand elle était fatiguée? Elle tapa rapidement. « Entendu. À samedi. » Puis, après une hésitation, « Comment allez-vous » La réponse arriva immédiatement. « Bien. Et vous ?»« Bien. » Conversation pathétique. Ils étaient redevenus des étrangers polis. Le samedi soir, Rosalie arriva au Bristol avec 10 minutes de retard. Une petite rébellion contre cette nouvelle froideur. Maxence l'attendait dans le lobby, consultant ses mails sur son téléphone. Quand il la vit, il se leva avec cette courtoisie automatique qu'elle détestait maintenant. « Bonsoir, Rosalie. »« Bonsoir, Maxence. » Il l'aida à retirer son manteau sans la regarder vraiment, évitant soigneusement tout contact prolongé. Cette distance calculée était pire que l'indifférence du début. Au moins, avant, il n'y avait pas cette tension sous-jacente, cette conscience aiguë de ce qu'ils évitaient. Édith Delacroix les attendait à leur table habituelle, rayonnante dans sa robe de soie bleue. Elle embrassa Rosalie avec une affection qui semblait plus sincère de semaine en semaine. « Ma chère enfant, vous avez l'air fatiguée. Maxence ne vous laisse pas assez dormir ?» dit-elle avec un clin d'œil complice. Rosalie faillit s'étrangler avec son eau. À côté d'elle, Maxence se raidit imperceptiblement. « Grand-mère » commença-t-il d'un ton d'avertissement. « Quoi ? À mon âge ? J'ai bien le droit d'espérer des arrière-petits-enfants. Et vous formez un si beau couple. » Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Rosalie sentait la tension émaner de Maxence en vagues presque palpables. « Nous prenons notre temps, » dit-elle finalement, répétant la formule convenue. « Edith les observait avec ses yeux perçants qui ne ratèrent rien. « Il y a quelque chose de différent entre vous ce soir. Vous vous êtes disputés ? » ?»« Bien sûr que non, » répondit Maxence trop rapidement. « Tout va parfaitement bien, parfaitement bien. » Edith répéta ces mots avec un scepticisme évident. « Mon cher petit-fils, j'ai 80 ans et 55 ans de mariage. Je sais reconnaître un couple qui traverse une crise. » Rosalie sentit ses joues s'empourprer.
Comment Edith pouvait-elle voir si clairement ce qu'eux-mêmes n'osaient pas admettre? Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Maxence répondait aux questions de sa grand-mère avec une politesse mécanique, évitait le regard de Rosalie, ne la touchait que quand C était absolument nécessaire pour maintenir les apparences. À un moment, quand Edith partit aux toilettes, ils se retrouvèrent seuls. Le silence s'étira, pesant. « Maxence » commença Rosalie. « Ne dites rien. » Sa voix était rauque. « S'il vous plaît, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Cette distance, cette froideur, votre grand-mère s'en rend compte. J'adapte mon comportement aux circonstances. Aux circonstances. » Elle se pencha vers lui, baissant la voix. « Où a votre peur ?» Il la regarda enfin, et dans ses yeux, elle vit une bataille féroce entre désir et contrôle. « Vous ne comprenez pas. Alors expliquez-moi. Ce qui s'est passé au réveillon, ce regard. Quoi? Qu'est-ce qui vous fait si peur ?» Edith revenait, mettant fin à leur conversation. Mais Rosalie avait vu quelque chose dans les yeux de Maxence. De la panique, oui, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Dans la voiture qui la ramenait chez elle, le silence était assourdissant. Maxence conduisait les mâchoires serrées, les mains crispées sur le volant. « Vous savez, » dit-elle finalement, « au début, je pensais que vous étiez juste froid. Maintenant, je commence à comprendre que vous avez peur. Peur de quoi? De ressentir quelque chose de réel, de perdre le contrôle, de découvrir que vous n'êtes pas la machine parfaitement programmée que vous prétendez être. » Il se gara devant son immeuble avec plus de brutalité que nécessaire. Vous analysez trop, et vous fuyez. Ils se défièrent du regard dans l'habitacle éclairé par les réverbères. Pour la première fois depuis 3 semaines, Maxence la regardait vraiment. « Rosalie », sa voix était presque un murmure. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Dites-moi, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et dans 3 mois, quand tout se terminera, dans 3 mois, je ne sais pas si je pourrai vous laisser partir. » L'aveu tomba entre eux comme une bombe. Rosalie sentit son cœur s'emballer, mais avant qu'elle puisse répondre, Maxence se détournait déjà. « Bonne nuit, Rosalie. » Elle descendit de la voiture comme dans un rêve, les jambes tremblantes. Sur le seuil de son immeuble, elle se retourna, mais la Mercedes avait déjà disparu. « Je ne sais pas si je pourrais vous laisser partir. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme une promesse et une menace à la fois. Et pour la première fois, Rosalie se demanda si elle, non plus, ne serait pas capable de le laisser partir quand le moment viendrait. La lettre arriva un mardi matin de février, glissée sous la porte de son bureau comme un présage. Rosalie reconnut immédiatement le logo élégant, Laurent & Associates, Digital Marketing Solutions. Son cœur fit un bond. Émilie Laurent, la légende du marketing digital européen, lui écrivait personnellement. « Madame Delacroix », commençait la lettre, et même ce nom sur le papier lui faisait un effet étrange maintenant. Votre travail sur la campagne Beaumont a retenu notre attention. Nous souhaiterions vous rencontrer concernant un poste de directrice créative dans notre bureau de Milan. Rosalie dut relire 3 fois avant que les mots pénètrent vraiment son esprit. Directrice créative, Milan, Laurent & Associates. C était le poste dont elle rêvait depuis qu'elle avait commencé dans la publicité. Alors, Nathalie apparut à côté d'elle, curieuse. « Mauvaise nouvelle? Tu es toute pâle. »« Non. Bonne nouvelle, je crois. » Rosalie plia soigneusement la lettre. « Quelqu'un veut me recruter. »« C'est fantastique. Qui ?»« Émilie Laurent. » Nathalie siffla d'admiration. « La Émilie Laurent? Celle qui a révolutionné le marketing digital en Europe. Celle-là même. Et tu n'as pas l'air ravie, pourquoi ?» Rosalie regarda par la fenêtre les toits gris de Paris. Comment expliquer que cette opportunité en or arrivait au pire moment possible? Que partir à Milan signifiait non seulement quitter la France, mais aussi rompre automatiquement son contrat de mariage. « C'est compliqué, » dit-elle finalement. Le rendez-vous eut lieu le lendemain, dans un café discret près des Champs-Élysées. Émilie Laurent était exactement comme Rosalie l'imaginait, élégante, déterminée, avec ce charisme naturel des femmes qui ont brisé tous les plafonds de verre. « Rosalie, » dit-elle en lui serrant la main, « j'ai suivi votre travail depuis un moment. Vous avez quelque chose que peu de créatifs possèdent, la capacité de toucher l'émotion tout en restant stratégique. Merci. C'est très flatteur. Ce n'est pas de la flatterie. » Émilie sortit un dossier de son sac. « Milano est notre nouveau hub européen. Nous cherchons quelqu'un pour diriger l'équipe créative. Quelqu'un qui comprend à la fois les codes français et la mentalité italienne. Votre profil est parfait. » Rosalie feuilleta le dossier, les yeux écarquillés.
Le salaire proposé était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait actuellement. Les projets étaient exactement ce qu'elle voulait faire. Campagnes internationales, clients prestigieux, liberté créative totale. Le poste est à pourvoir immédiatement, continua Émilie. Nous aimerions que vous commenciez en avril. Avril, dans 6 semaines, 2 mois avant la fin de son contrat avec Maxence. C'est une offre incroyable, dit Rosalie lentement, mais j'aurais besoin de temps pour réfléchir. Ma situation personnelle est un peu complexe, bien sûr. Émilie sourit. Prenez le temps nécessaire, mais ne tardez pas trop. Une opportunité comme celle-ci ne se représentera peut-être pas. Ce soir-là, Rosalie tournait en rond dans son studio, la proposition D, Émilie posée sur sa table comme une accusation. Milan, l'indépendance financière, la carrière de ses rêves, tout ce pourquoi elle avait travaillé. Mais partir signifiait abandonner Maxence, rompre le contrat, le condamner à perdre son héritage familial. Et surtout, partir signifiait ne jamais savoir ce qui aurait pu se passer entre eux. Son téléphone sonna. Maxence, bien sûr. Depuis leur conversation dans la voiture, il avait repris contact, prudemment, comme s'il testait les os. « Bonsoir », dit-elle en décrochant. « Bonsoir. Comment s'est passée votre journée ?» Sa voix était plus douce que ces dernières semaines, presque tendre, compliquée. « Et la vôtre ?» Elle également. Il hésita. « Rosalie, j'aimerais qu'on se voie. Pas pour une obligation familiale, juste nous. » Son cœur fit un bond. « Pourquoi ? » Parce que nous devons parler, de ce qui se passe entre nous, de ce regard au réveillon. Je ne peux plus faire semblant que ça n'a pas existé. Rosalie ferma les yeux. « Maxence, demain soir, juste un dîner, rien d'officiel. » « D'accord. » Après avoir raccroché, elle resta immobile, tenant son téléphone contre sa poitrine. Demain soir, ils allaient enfin arrêter de fuir. Ils allaient parler de ces sentiments qui les terrifiaient tous les deux. Et elle allait devoir décider si elle lui parlait de Milan. Le problème, c'est qu'elle commençait à soupçonner que son cœur avait déjà choisi. Quelque part entre les dîners familiaux et les complicités muettes, entre les pivoines blanches et les regards échangés, elle était tombée amoureuse de Maxence Delacroix. Vraiment, profondément, irrémédiablement amoureuse. Et maintenant, l'univers lui offrait la chance de s'enfuir avant que cette histoire ne la détruise complètement, avant que la fin inévitable de leur contrat ne la brise en 1000 morceaux. Milan représentait la sécurité, la possibilité de reconstruire sa vie loin de lui, de ne pas avoir à le regarder redevenir un étranger quand tout serait terminé. Mais Milan, était aussi renoncer à la possibilité d'un miracle, renoncer à découvrir si cet homme froid et distant pouvait vraiment apprendre à aimer. En regardant la proposition d'Émilie Laurent, Rosalie réalisa qu'elle était face au choix le plus important de sa vie, sa carrière ou son cœur, sa sécurité ou l'amour, sa tête ou cette intuition folle qui lui murmurait que Maxence Delacroix valait peut-être tous les risques du monde. Demain soir, elle saurait. Demain soir, ils arrêteraient enfin de jouer la comédie. Le restaurant que Maxence avait choisi, N, était pas du tout ce à quoi Rosalie s'attendait. Pas de palace parisien, pas de décor grandiose. Juste une petite bistrot de quartier dans le Marais, avec des nappes à carreaux et cette atmosphère chaleureuse qui invitait aux confidences. En arrivant, elle le trouva déjà installé à une table d'angle, les cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la journée à se les passer dans les mains. « Bonsoir », dit-elle en s'asseyant face à lui. « Bonsoir ». Il lui sourit, mais elle voyait la nervosité dans ses yeux. « J'espère que cet endroit vous convient. C'est plus intime que nos restaurants habituels. Il est parfait. » Ils commandèrent mécaniquement, l'esprit ailleurs. L'air était chargé de toutes les choses qu'ils ne étaient jamais dites, de tous les non-dits accumulés pendant 9 mois. « Rosalie », Maxence posa ses mains sur la table, paumes ouvertes. « Je ne sais pas par où commencer. Par le commencement ?» « Le commencement ?» Il eut un rire sans joie. « Le commencement, c'est que j'ai menti. » Dès le premier jour, son cœur s'accéléra. « Menti sur quoi ?»« Sur mes motivations. » Il la regardait intensément maintenant. « Quand Léonie m'a parlé de vous, quand elle m'a montré votre photo, ce n'était pas seulement votre situation financière qui m'intéressait. Que voulez-vous dire? Vous aviez quelque chose dans les yeux, sur cette photo, une force, une authenticité que je n'avais jamais vue chez aucune femme de mon milieu. J'ai voulu vous rencontrer. » Rosalie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous m'avez choisi pour autre chose que mes dettes. Je me suis dit que ce serait plus facile avec quelqu'un qui ne jouerait pas de rôle, quelqu'un de vrai. » Il passa une main dans ses cheveux. « J'y étais tellement stupide.
Je pensais que je pourrais contrôler mes sentiments, que ce serait juste pratique. Et maintenant, il la regarda longuement, et dans ses yeux gris, elle vit toute la vulnérabilité qu'il avait cachée pendant des mois. Maintenant, je suis amoureux de ma femme contractuelle, et je ne sais plus quoi faire. Les mots résonnèrent entre eux comme un aveu d'échec et de triomphe à la fois. Rosalie sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle s'efforça de retenir. « Maxence, laissez-moi finir. » Sa voix tremblait légèrement. « Ces 9 mois ont été les plus beaux et les plus terrifiants de ma vie. Vous m'avez montré ce que c'était d'être vu, vraiment vu, par quelqu'un. Vous m'avez appris que l'amour-haine n'était pas une faiblesse. Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Parce que dans 2 mois, notre contrat se termine. Et je ne peux plus faire semblant que cela me laisse indifférent. » Il tendit la main vers elle, hésita, la retira. « Je sais que ce haine n'était pas prévu. Je sais que vous méritez mieux qu'un homme qui a besoin d'un contrat pour apprendre à aimer. Mais, restez. Oubliez le contrat. Oubliez l'argent. Oubliez tout ça. Restez parce que vous le voulez, parce que nous le voulons. » Rosalie ferma les yeux, sentant les larmes couler maintenant librement. Voilà les mots qu'elle avait rêvé d'entendre. Voilà l'homme qu'elle avait espéré découvrir derrière le masque, et elle devait le détruire. « Maxence. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Il faut que je vous dise quelque chose. »« Quoi ?» Elle sortit la proposition d'Émilie Laurent de son sac, la posa sur la table entre eux. Maxence la regarda sans comprendre d'abord, puis ses yeux élargirent en reconnaissant le logo. Qu'est-ce que c'est? Une offre d'emploi, à Milan, directrice créative chez Laurent & Associates. Il lut rapidement, son visage se fermant à mesure qu'il progressait dans les lignes. Quand? Sa voix était redevenue froide. La proposition est arrivée hier, ils veulent une réponse rapide. Et vous avez dit? Rien encore. Je voulais vous en parler d'abord. Le silence étira, lourd de désespoir. Maxence avait reposé la lettre et regardait ses mains, mâchoire serrée. C'est la chance de votre vie, dit-il finalement. Oui, vous seriez folle de la refuser. Maxence. Non. Il leva les yeux vers elle, et elle y vit une résignation douloureuse. Vous avez raison. C'est exactement ce que vous devez faire. Partir. Construire la vie que vous méritez, loin de moi. Ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Sa voix monta légèrement. Restez ici, pourquoi? Pour un homme qui a mis 9 mois à comprendre qu'il était amoureux? Pour quelqu'un qui vous a épousé par calcul? Tiens, pour quelqu'un qui m'a appris ce qu'était vraiment l'amour. Elle se pencha vers lui, les yeux brillants. Vous croyez que vous êtes le seul à avoir des sentiments? Vous pensez que ces 9 mois n'ont rien changé pour moi? Maxence la regarda, bouche bée. Je suis amoureuse de vous, Maxence Delacroix, désespérément, complètement, stupidement amoureuse. Et c'est exactement pour ça que je devrais accepter cette proposition. Parce que vous avez raison, je serais folle de refuser. Rosalie. Mais je ne la veux pas. Les mots sortirent dans un cri étouffé. Je ne veux pas Milan. Je ne veux pas la carrière parfaite. Je ne veux pas l'indépendance si elle signifie être loin de vous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Si, je le sais. Elle tendit la main vers lui, saisit la sienne. Je sais que c'est fou. Je sais que c'est risqué. Je sais que nous pourrions échouer spectaculairement. Mais je sais aussi que vous êtes l'homme le plus bon, le plus attentionné, le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Et je préfère échouer avec vous que réussir sans vous. Maxence regardait leurs mains entrelacées comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Et votre indépendance, vos rêves. Mes rêves ont changé. Elle sourit à travers ses larmes. Maintenant, il vous inclut un. Il porta sa main à ses lèvres, y déposa un baiser d'une tendresse infinie. « Je vous aime », murmura-t-il contre sa paume. « Je vous aime tellement que ça me terrifie. Moi aussi. Alors restez, épousez-moi. Vraiment, cette fois. Oui. » Et cette fois, quand ils s'embrassèrent par-dessus la table du petit bistrot, ce ne fut pas pour maintenir des apparences ou honorer un contrat. Ce fut parce qu'ils s'aimaient, tout simplement, éternellement, véritablement. Le contrat était fini. Leur vraie histoire ne faisait que commencer. Le printemps à Paris a cette douceur particulière qui fait croire au miracle. Rosalie rajustait ses pivoines blanches dans le vase en cristal, un cadeau de mariage d'Édith Delacroix, quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. 6h30 pile. Maxence rentrait toujours à la même heure maintenant, comme s'il avait compris que la vraie richesse se mesurait en moments partagés. « Bonsoir, Madame Delacroix », dit-il en passant la tête par la porte de la cuisine. « Bonsoir, Monsieur Delacroix ». Il se souriait encore de cette petite plaisanterie. Madame Delacroix, elle était restée, mais cette fois par choix, pas par contrat.
Ils s'étaient remariés 6 mois après la fin de leur arrangement, dans cette même mairie du 7e arrondissement. Une cérémonie simple, avec seulement les gens qu'ils aimaient vraiment. Maxence s'approcha, passa ses bras autour de sa taille par derrière, posa son menton sur son épaule. Ce geste d'intimité quotidienne la faisait encore frissonner. 2 ans, et elle n'était toujours pas habituée à être aimée si naturellement. « Comment s'est passée votre journée, madame la directrice ?» Elle sourit. L'agence qu'elle avait créée avec l'argent du contrat original prospérait au-delà de ses rêves. Rosalie Laurent & Associates, elle avait gardé son nom de jeune fille professionnellement, était devenue en 2 ans l'une des agences créatives les plus recherchées de Paris. Le bureau de Milano existait aussi maintenant, dirigé par Nathalie qui avait sauté sur l'occasion, productive, et la vôtre, révélatrice. Il se retourna face à elle, et elle vit cette lueur particulière dans ses yeux. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui. »« Ah oui ?» ?»« Toi, Émilie Laurent. » Rosalie haussa un sourcil. Émilie était devenue une amie après l'épisode de Milano, admirant le courage qu'il avait fallu à Rosalie pour choisir l'amour plutôt que la sécurité. « Elle voulait me proposer quelque chose, » continua Maxence. « Un partenariat entre Delacroix Industries et Laurent & Associates pour développer une nouvelle branche, marketing éthique et développement durable. » Maxence. Rosalie sentit son cœur s'emballer. C'est exactement ce dont nous parlions. L'alliance parfaite entre business traditionnel et innovation créative. Je sais, il sourit, de ce sourire qui transformait complètement son visage. J'ai dit oui. Enfin, j'ai dit que je devais d'abord en parler à ma femme et associée. Associée 50-50. Décision partagée. Nous formons une équipe maintenant. Rosalie, dans tout. Mon, elle se jeta dans ses bras, le cœur débordant d'amour et de gratitude. Cet homme qui avait eu si peur des sentiments lui offrait maintenant non seulement son cœur, mais sa confiance professionnelle totale. « Il y a autre chose », murmura-t-il contre ses cheveux. « Quoi encore ?» Il la prit par la main, l'emmena vers le salon de leur appartement, celui de grand-mère Célestine, rénové avec amour, mais conservant son âme. Sur la table basse, un petit écrin de velours bleu l'attendait. « Maxence, nous sommes déjà mariés. Ouvrez-le. » À l'intérieur, il n'y avait pas de bague, juste une clé ancienne en laiton et une petite carte. Château de Malmaison, propriété familiale de la Croix, pour nos futurs dimanches et nos futurs enfants. Vous vous souvenez ? Dit-il doucement. Un jour, vous m'avez dit que vous rêviez d'une maison de campagne où élever des enfants en liberté. Avec un grand jardin et des arbres centenaires. Rosalie regardait la clé, les yeux embués. Vous avez acheté un château, hérité. Grand-père Charles me l'a légué en avance, pour notre vraie lune de miel, comme il dit. Maxence sourit. Il a toujours su que notre premier mariage était du théâtre, mais il a dit qu'il n'avait jamais vu 2 personnes jouer l'amour avec autant de conviction. Et maintenant, nous n'avons plus besoin de jouer. Elle se blottit contre lui, respirant son parfum familier, écoutant son cœur battre régulièrement. 2 ans plus tôt, ils étaient 2 étrangers liés par un contrat froid. Aujourd'hui, ils étaient eux, simplement, complètement, parfaitement eux. Rosalie, vous regrettez parfois. Milano, la carrière internationale, l'indépendance totale. Elle leva la tête pour le regarder. Dans ses yeux gris, elle vit encore cette petite inquiétude, ce besoin de confirmation qui ne le quitterait peut-être jamais complètement. Cet homme si sûr de lui, en affaires, demeurait vulnérable en amour. Jamais, dit-elle fermement. Jamais, jamais, jamais. Même quand je laisse traîner mes chaussettes, même quand vous mettez trop de sucre dans mon café, même quand je travaille trop tard, ça même quand vous m'appelez 3 fois par jour pour être sûr que je vais bien. Il rit, ce rire grave qu'elle adorait. Je vous aime, Rosalie Delacroix. Et moi, je vous aime, Maxence Delacroix. Contractuellement et inconditionnellement. Plus tard ce soir-là, allongés contre lui dans leur lit, Rosalie regardait les lumières de Paris danser au plafond. Demain, ils iraient visiter le château. Demain, ils commenceraient à planifier leur nouvelle aventure professionnelle. Demain, ils parleraient peut-être sérieusement d'enfants. Mais ce soir, il suffisait de être là, ensemble, réel. Elle repensait parfois à ce premier jour chez le notaire, quand sa vie s'était écroulée avec l'héritage de grand-mère. Si on lui avait dit alors qu'elle finirait par remercier ses dettes, elle aurait ri. Pourtant, sans elle, elle n'aurait jamais rencontré Maxence. Elle n'aurait jamais découvert qu'on pouvait commencer par faire semblant d'aimer et finir par aimer vraiment. Elle n'aurait jamais appris que les plus beaux amours commencent parfois par les contrats les plus froids, et que le bonheur, le vrai, ne se planifie pas.
Il arrive un mardi soir pluvieux, déguisé en homme d'affaires, et transforme votre vie une signature à la fois. Votre participation au canal est très importante. Alors dites-nous, auriez-vous eu le courage d'aimer quelqu'un comme Maxence? Auriez-vous renoncé à Milano pour l'amour? Et surtout, croyez-vous qu'un mariage de convenance peut vraiment devenir un grand amour? Votre participation au canal est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.